Sous le volcan de Songandi, 500 millions de carats surgissent d'un seul coup. La promesse d'une richesse nationale décuplée en 5 ans éclaire déjà l'horizon, tout en réveillant la peur bien connue d'une malédiction des ressources. Que change votre quotidien si Ibrahim Traoré tranche trop vite ou trop tard face à une manne qui attire pressions étrangères et rivalités internes? Et si le vrai basculement venait du prix caché, l'enjeu de Songandi n'est pas seulement géologique, il est politique et quotidien. Comprendre ces choix protège revenus, sécurité et stabilité au jour le jour. L'annonce d'un gisement aussi massif recompose immédiatement l'équilibre d'un État déjà sous tension. Pauvreté persistante, fragilité institutionnelle, attente sociale qui monte vite. Dans ce contexte, la découverte agit comme un amplificateur. Elle peut accélérer une transformation réelle ou au contraire élargir les fissures, rivalités internes, concurrence d'accès aux terres et surtout une pression extérieure plus lourde, car le Burkina Faso cesse d'être périphérique dans les discussions minières mondiales. Le fil qui suit reste simple et rigoureux. Ce que le texte source permet d'affirmer, ce qu'il suggère et ce qu'il oblige à surveiller. Elle ne vend pas un Eldorado. Elle mesure les bénéfices potentiels, les coûts invisibles et les risques mesurables, afin de comprendre comment une promesse peut devenir un progrès concret ou un choc durable. Près de 500 millions de carats reposeraient sous le volcan de Songandi. Ce chiffre, issu d'analyses satellitaires validées par plusieurs institutions scientifiques, transforme une hypothèse géologique en certitude stratégique. Jusqu'à cette confirmation, le Burkina Faso avançait dans un cadre économique dominé par la rareté et la prudence budgétaire. Puis, soudainement, l'horizon s'élargit. Sur le terrain, les ingénieurs locaux détectent des interférences inhabituelles. Avec l'appui d'équipes chinoises, ils comprennent progressivement qu'il ne s'agit pas d'une anomalie technique mais d'une formation diamantifère exceptionnelle. Ce basculement technique précède de peu une bascule politique. En quelques jours, des notes diplomatiques circulent, des demandes de briefing affluent et un pays longtemps périphérique dans les discussions minières mondiales devient un point focal du Sahel. Cette montée en intensité ne se produit pas dans le vide. Elle intervient dans un environnement déjà fragile. Pauvreté persistante, tensions politiques, vulnérabilité institutionnelle. Dans un tel contexte, l'abondance agit rarement comme une simple opportunité. Elle devient un accélérateur de rivalités internes et d'appétits extérieurs. Les précédents africains, souvent rappelés dans les analyses, ne servent pas ici à prédire une fatalité, mais à souligner une réalité. Une découverte spectaculaire multiplie les scénarios et rend chaque choix plus coûteux. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré s'impose comme régulateur de tempo. Au lieu de répondre par des négociations rapides, il temporise et met en place une commission nationale chargée d'évaluer les implications économiques, sociales et environnementales. Le geste est moins spectaculaire qu'une annonce triomphale, mais il a un effet immédiat. Il transforme la découverte en objet de débat structuré plutôt qu'en promesse brute livrée à la concurrence. La question devient alors moins combien que comment et surtout à quel prix. Ainsi, le mini révélateur de Songandi n'est pas seulement le volume annoncé, c'est le contraste violent entre un avant contraint et un après incertain qui place désormais chaque décision sous une lumière nouvelle et durable. Dans la séquence qui suit l'annonce de Songandi, un rôle discret devient déterminant, celui des médiateurs qui relient la décision nationale à la réalité locale.
Ce ne sont ni des multinationales ni des chancelleries, mais des relais humains chargés d'expliquer, de calmer et d'organiser. Leur présence compte particulièrement dans un pays où les périphéries ont longtemps vécu loin des centres de décision. Autour du volcan, les premiers changements sont visibles. Des représentants administratifs et des médiateurs communautaires sont déployés pour expliquer la sécurisation du périmètre. Cette arrivée inhabituelle dans ces zones marginalisées produit un effet immédiat. Les mouvements spontanés de creusage illégal ralentissent, les rumeurs se heurtent à des informations officielles, et l'excitation initiale cède la place à une attente plus structurée. Un habitant parle d'une sensation nouvelle, être inclus dès le départ dans un processus qui auparavant se décidait sans lui. À l'échelle nationale, le signal est plus subtil mais tout aussi réel. L'annonce de futures publications de contrats et l'ouverture promise à la société civile enclenchent un regain de confiance prudent. Cette confiance reste fragile, mais elle suffit à contenir, dans un premier temps, l'émergence de fractures politiques immédiates. La souveraineté cesse alors d'être un mot abstrait. Elle prend la forme d'un cadre protecteur, perçu comme capable de freiner les dérives habituelles liées aux ressources soudaines. Ces effets précoces ne garantissent en rien, mais ils révèlent l'essentiel. La trajectoire ne se joue pas uniquement dans les chiffres. Elle se joue dans la capacité à créer des points d'ancrage humains et capables de transformer une découverte minière en stabilité sociale naissante. Voilà le vrai so what. Le contrôle commence par des gestes concrets. Avant Sangandi, le Burkina Faso vivait dans une contrainte chronique. Après la confirmation du gisement, le pays entre dans une accélération où les événements s'enchaînent plus vite que les institutions ne l'avaient anticipé. La découverte cesse d'être une hypothèse lointaine et devient, en quelques heures, un dossier stratégique. Le déclenchement se joue d'abord dans les cercles techniques. Lorsque les géologues présentent leurs conclusions à la Commission nationale, ils confirment que les signaux détectés sous le volcan ne relèvent n'est plus d'une anomalie instrumentale. Il s'agit d'un gisement diamantifère d'ampleur exceptionnelle. Ce constat agit comme une étincelle. La question n'est plus que voit-on, mais que fait-on maintenant? Les priorités basculent. La sécurisation du périmètre est ordonnée. Toute activité informelle est suspendue. Des évaluations croisées sont exigées entre experts locaux et équipes internationales afin de réduire l'espace du doute. Puis vient le crescendo. L'information circule d'abord de manière contenue, presque administrative, avant de déborder rapidement le cadre national. Des mémos diplomatiques affluent vers Ouagadougou, des ambassades demandent des briefings urgents, des analystes régionaux évoquent déjà un possible point de bascule pour l'équilibre du Sahel. En quelques jours, le Burkina Faso, longtemps perçu comme périphérique dans les grands flux miniers mondiaux, devient un point focal. L'abondance potentielle recompose les rapports de force. Un pays fragile se retrouve au centre d'un intérêt soudain, et cette attention crée autant d'opportunités que de risques. Le point culminant intervient avec la diffusion élargie des images satellitaires et leur circulation dans les sphères scientifiques et économiques. Les comparaisons avec des zones historiquement dominantes du marché mondial du diamant se multiplient, alimentant des récits opposés. Certains parlent d'un Eldorado, d'autres décrivent un scénario de déstabilisation. Cette exposition déclenche une onde de choc politique. Des multinationales formulent leurs premières offres de coopération. Certaines puissances cherchent à obtenir des échanges privés avec des conseillers proches du pouvoir.
Des groupes d'intérêt tentent d'influencer le cadre avant même qu'un dispositif juridique stabilisé ne soit défini. Dans le même temps, les médias internationaux saturent l'espace public de projection, comme si la découverte devait produire immédiatement une trajectoire claire. C'est précisément à ce moment que la ligne d'Ibrahim Traoré devient une rupture. Plutôt que de céder à la pression de négociations rapides, il maintient un refus explicite des accords précipités. La priorité affichée reste la souveraineté sur les ressources et la maîtrise du calendrier décisionnel. Cette posture, perçue comme un frein par certains partenaires, devient un marqueur politique fort à l'intérieur du pays. Elle donne une forme à une idée simple. Ralentir n'est pas fuir, c'est reprendre la main. Les répliques internes apparaissent ensuite. La population réclame des explications. Les partis d'opposition interrogent la stratégie adoptée. Les organisations de la société civile exigent des garanties contre la corruption, les expropriations et les arrangements opaques. Le débat public se structure autour d'une question centrale. Comment transformer une richesse soudaine sans reproduire les échecs observés ailleurs? Dans les semaines qui suivent, les attentes sociales montent, tout comme l'inquiétude sur la capacité institutionnelle à absorber un changement économique aussi rapide. Au fond, la séquence Sangandi montre que la découverte n'a pas seulement révélé un gisement, elle a enclenché une chaîne où chaque décision amplifie la suivante et où la vitesse elle-même devient un facteur de stabilité ou de risque. Avant Sangandi, la trajectoire économique du Burkina Faso reposait sur la rareté et la prudence budgétaire. Après la confirmation, trois indicateurs chiffrés déplaçant brutalement l'échelle des décisions publiques. Ce passage d'un horizon contraint à une abondance théorique devient la nouvelle référence de tous les débats parce qu'il impose une pression immédiate sur l'État, les acteurs économiques et la société. Le premier chiffre est le plus spectaculaire. Près de 500 millions de carats seraient concentrés sous le volcan, une estimation qui propulse le pays parmi les grands détenteurs potentiels. À ce niveau, l'annonce ne sert plus seulement à mesurer une ressource. Elle redéfinit l'image internationale du Burkina Faso et attire mécaniquement des regards plus insistants. Les comparaisons avec des zones dominantes du marché mondial se multiplient, non pour affirmer une trajectoire unique, mais pour rappeler que de tels volumes changent toujours la nature des rapports de force. L'abondance devient un aimant. Elle attire les capitaux, mais aussi les stratégies de contournement, les tentatives d'influence et les agendas concurrents. Le deuxième chiffre touche directement la politique intérieure. Les projections initiales évoquent des recettes nationales multipliées par 10 en 5 ans si l'exploitation atteint son plein potentiel, et une croissance aussi rapide exige des institutions robustes et stables. Cet écart entre la promesse financière et la capacité administrative disponible crée un risque classique, celui d'une expansion plus rapide que les mécanismes de contrôle. La perspective d'une manne transforme chaque arbitrage budgétaire en champ de bataille symbolique parce que les attentes populaires montent plus vite que les procédures. Dans les marchés urbains, l'idée d'un État soudain riche nourrit l'espoir d'écoles, de centres de santé et d'infrastructures. Dans les zones proches du volcan, la même projection alimente aussi la crainte, celle d'une redistribution inégale de déplacements ou d'une priorité donnée aux intérêts extérieurs. Autrement dit, le chiffre promet, mais il oblige aussi à prouver. Le troisième indicateur introduit une contrainte majeure. Certains rapports environnementaux évoquent un risque de réduction de 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive, un coût potentiellement irréversible dans un Sahel déjà fragilisé.
Ce point change la nature de la discussion, car il impose une question de seuil. Jusqu'où peut-on accélérer sans perdre un équilibre écologique qui soutient déjà des modes de vie précaires? Ici, la donnée agit comme un garde-fou. Elle rappelle que la richesse minérale n'est pas un gain net. Elle peut déplacer les coûts vers le long terme, là où ils deviennent plus difficiles à réparer. Pris ensemble, ces trois chiffres fabriquent une tension unique. L'opportunité est immense, mais les marges d'erreur rétrécissent. C'est dans ce contexte quantifié que la posture d'Ibrahim Traoré prend sa signification politique. En privilégiant une commission nationale, des évaluations approfondies et la transparence contractuelle annoncée, il cherche à ralentir l'effet d'emballement produit par les projections financières. La lenteur apparente devient un outil de souveraineté. Elle vise à empêcher qu'une dynamique chiffrée se transforme en spirale incontrôlée, où la vitesse dicterait la règle avant même que la règle existe. Ces données ne livrent donc pas une promesse claire. Elles dessinent un espace de choix étroit où chaque décision peut amplifier la stabilité ou précipiter un déséquilibre durable. Les chiffres disent ce qui est possible. Ils ne disent pas comment y parvenir sans fracture sociale, ni sans perte de contrôle. Deux lectures opposées structurent désormais le débat autour de Songandi, et chacune mérite d'être présentée dans sa forme la plus solide avant toute conclusion. La première lecture plaide pour une exploitation rapide. Ses défenseurs mettent en avant une fenêtre historique rare. Un gisement estimé à des centaines de millions de carats pourrait rompre avec des décennies de contraintes budgétaires. Dans cette logique, les projections de recettes décuplées en 5 ans ne sont pas un mirage, mais un levier concret pour financer infrastructures, santé, éducation et emploi. Retarder, disent-ils, reviendrait à diluer l'avantage stratégique et à laisser des acteurs extérieurs influencer le processus par des canaux informels. La vitesse serait alors une condition de souveraineté, décider vite, encadrer tôt et capter la valeur avant que la pression internationale ne transforme l'opportunité en dépendance. La seconde lecture défend une prudence assumée. Elle s'appuie sur des précédents souvent cités où des découvertes comparables ont débouché sur corruption accrue, tensions politiques ou fragmentation sociale. Ici, l'argument n'est pas idéologique, il est institutionnel. Un afflux massif de revenus peut déstabiliser des mécanismes déjà fragiles, surtout lorsque les contrôles, l'appareil judiciaire et les systèmes de transparence n'ont pas été renforcés en amont. À cela s'ajoute la contrainte écologique. Si le risque de perte de biodiversité locale atteint des niveaux sévères, le coût peut devenir irréversible. Dans cette perspective, accélérer revient à acheter du court terme au prix d'un long terme ingérable. Alors, que faut-il privilégier? L'urgence sociale ou la solidité institutionnelle? La réponse raisonnable ne consiste pas à rejeter l'un des deux camps, mais à les mettre en tension. Le texte source montre que la stratégie engagée vise précisément à capter les bénéfices de l'abondance tout en limitant ses effets pervers. La Commission nationale, l'implication annoncée de la société civile et le refus d'accords précipités dessinent une voie médiane, avancée, mais avec des règles lisibles avant les flux financiers. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ne cherche pas à nier l'urgence. Il cherche à empêcher qu'elle se transforme en piège sous forme de contrats opaques ou de concessions irréversibles. Cette voie médiane a toutefois un coût politique. Elle exige de maintenir la confiance pendant que les attentes montent et de prouver que la méthode n'est pas une immobilisation. Elle suppose aussi de rendre visibles les garde-fous: audit, publication des contrats, consultation et protection effective des populations proches du volcan. Sans cela, la prudence peut être perçue comme un simple report
et la fenêtre historique peut se refermer dans un climat de suspicion. Mais avec cela, la vitesse cesse d'être l'objectif. Elle devient un paramètre ajusté au rythme des capacités de contrôle. Un détail modifie tout. Lors des premières consultations nationales, un résultat discret mais net émerge. Une majorité de participants soutient un contrôle national strict du gisement, à condition que la transparence et la redistribution soient non garanties. Ce signal n'a pas la force spectaculaire d'un chiffre minier. Pourtant, il recompose l'équilibre politique créé par Songandi. Il indique que l'opinion publique ne se polarise pas seulement sur la vitesse d'exploitation, mais sur les règles qui l'encadrent. Autrement dit, l'urgence n'est acceptable qu'avec des garde-fous visibles. Cette bascule renforce la cohérence de la ligne suivie par Ibrahim Traoré. Sa posture méthodique, parfois jugée trop prudente, trouve ici un point d'appui populaire inattendu. Le débat cesse de se réduire à une opposition simple entre exploitation rapide et attentisme. Il s'ancre dans une exigence collective: avancer sans perdre le contrôle. Cette évolution réduit la marge de manœuvre des acteurs favorables à des accords précipités et consolide la légitimité d'un calendrier décisionnel plus étiré. Sur le terrain, notamment autour du volcan, cette dynamique produit un apaisement relatif. Les habitants constatent que leur voix pèse dans les arbitrages initiaux, ce qui atténue l'excitation brute et limite, pour un temps, le risque de fractures immédiates. La découverte n'est plus seulement d'un choc économique, elle devient un test de gouvernance. Le point médian de la séquence Songandi ne se situe donc ni dans les caras ni dans les promesses de recettes, mais dans cet alignement temporaire entre autorité politique et attente populaire, un consensus fragile mais décisif. Les répercussions de Songandi dépassent désormais le stade de l'annonce et se déclinent en effets concrets, distincts selon les acteurs concernés. Cette phase permet de mesurer comment une même découverte peut produire des conséquences divergentes à l'intérieur d'un même pays et pourquoi la gestion du tempo devient aussi importante que la valeur du gisement. Pour l'État, l'enjeu est d'abord institutionnel. La perspective de recettes accrues redéfinit les priorités budgétaires, renforce le poids du pouvoir central dans les négociations et transforme la publication des contrats en test de crédibilité. Dans le même mouvement, l'appareil administratif se retrouve exposé à des pressions inhabituelles: demandes de briefing, tentatives d'influence et attentes sociales plus rapides que les procédures. La ligne défendue par Ibrahim Traoré devient ici un repère opérationnel: préserver la maîtrise du calendrier, rendre les règles lisibles et éviter que l'afflux d'intérêts extérieurs n'impose des décisions avant l'existence d'un cadre stabilisé. Pour les entreprises, nationales comme étrangères, Songandi ouvre un champ d'opportunités contrasté. Les acteurs locaux espèrent une intégration dans les chaînes de valeur, notamment la logistique, la construction, les services techniques et la sécurité des sites, avec l'idée d'un effet d'entraînement sur l'économie. Les multinationales, de leur côté, perçoivent le gisement comme un actif stratégique majeur, ce qui crée une asymétrie de capacités financières, juridiques et technologiques. Sans règles explicites, les entreprises locales risquent d'être reléguées à des contrats secondaires. Avec des normes strictes et des clauses de souveraineté, elles peuvent au contraire gagner une place plus centrale. La question devient donc: le cadre favorisera-t-il la compétition ouverte ou la consolidation d'un tissu économique national capable de durer? Pour les ménages, l'impact se lit à travers les attentes quotidiennes, mais aussi par une vigilance accrue. L'idée que des revenus miniers puissent financer écoles, centres de santé et infrastructures nourrit un espoir réel, parce qu'elle touche directement les besoins les plus visibles. Pourtant,
Cet espoir reste conditionnel. La mémoire collective des annonces suivies de retombées limitées crée une réserve, surtout dans les zones où la pauvreté demeure structurelle. Près du volcan, l'inquiétude porte aussi sur les terres, la dégradation environnementale et la redistribution future, car une promesse nationale peut produire des coûts locaux très concentrés. Dans ce contexte, la transparence devient un facteur de stabilité sociale. Elle réduit les rumeurs et transforme l'attente en participation plutôt qu'en frustration. À l'échelle régionale enfin, Songandi modifie la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un pays longtemps perçu comme périphérique gagne en visibilité stratégique, ce qui peut renforcer son influence diplomatique, mais aussi attirer davantage de rivalité si la gouvernance interne vacille. Les partenaires régionaux observent attentivement les choix opérés, conscients que leurs effets peuvent dépasser les frontières. Flux d'investissement, pression politique et compétition d'accès aux infrastructures. La posture d'Ibrahim Traoré, en privilégiant la maîtrise du tempo, vise à éviter qu'un choc minier ne devienne un choc géopolitique. Ici, la découverte agit comme un projecteur. Elle éclaire des vulnérabilités anciennes tout en offrant une chance rare de rééquilibrer le statut du pays. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, Songandi ouvre trois trajectoires plausibles. Elles partent des mêmes données: un gisement exceptionnel, des pressions diplomatiques, des attentes sociales rapides, mais elles divergent selon la cohérence des décisions et la solidité des garde-fous. Ici, l'objectif n'est pas de prédire, mais d'identifier ce qui ferait basculer la dynamique d'un côté ou de l'autre. Dans le scénario de base, l'État avance par étapes. Il engage des discussions avec un nombre limité d'entreprises minières internationales, tout en maintenant un contrôle étroit sur le calendrier et sur les clauses contractuelles. Les investissements commencent à affluer, ce qui permet de lancer des projets d'infrastructure et de créer des emplois connexes. Les bénéfices deviennent visibles, mais l'équilibre reste fragile. Chaque avancée alimente de nouvelles demandes et la pression extérieure demeure constante. La souveraineté est partiellement préservée, mais elle doit être défendue en continu, car l'intérêt international ne se relâche pas une fois les premières signatures actées. Dans le scénario optimiste, la discipline institutionnelle tient sous pression. Le Burkina Faso sélectionne ses partenaires selon des critères transparents, impose des normes environnementales contraignantes et rend publics les contrats de manière régulière. Les revenus sont orientés vers l'éducation, la santé et les infrastructures locales, tandis que des audits indépendants et la participation de la société civile limitent les dérives. Cette trajectoire peut transformer Songandi en référence régionale de gouvernance maîtrisée, mais elle exige une constance administrative rare. Il faut résister à la tentation de raccourcis, maintenir l'inclusion des acteurs locaux et protéger le lien entre promesses nationales et vécu quotidien. Le scénario critique repose sur un repli excessif au nom du contrôle. L'État choisit une exploitation quasi exclusivement nationale pour préserver la souveraineté, mais les capacités techniques limitées ralentissent la mise en valeur. Les retombées tardent, les attentes s'accumulent et la frustration devient un facteur de tension interne. Parallèlement, les relations diplomatiques se tendent, réduisant l'accès au financement et aux technologies. L'intention protège le principe, mais elle affaiblit la capacité d'action et rend plus probable une fracture politique. La recommandation de penser est simple: raisonner en conditions plutôt qu'en promesses. Quelles règles, quels audits, quelle transparence, quelle protection environnementale et quel rythme de redistribution rendent chaque trajectoire soutenable?
C'est ici que se joue la vraie question ouverte. Quel mécanisme concret empêche la découverte de devenir une source de déséquilibre durable? Au-delà des institutions et des projections macroéconomiques, son Gandhi touche des trajectoires individuelles très concrètes. Trois groupes sociaux permettent de comprendre comment une découverte nationale se traduit, ou non, en expériences vécues et pourquoi l'adhésion dépend autant du quotidien que des grands chiffres sanglantifres. Pour de nombreux ménages, l'annonce du gisement ouvre une perspective longtemps absente. L'idée qu'une ressource nationale puisse enfin financer durablement des écoles, des centres de santé ou des routes. Cette projection nourrit un espoir réel parce qu'elle correspond à des besoins visibles et répétés. Mais cet espoir reste prudent. Le souvenir d'annonces passées, suivies de retombées limitées, installe une réserve collective. On veut y croire, sans s'exposer à une nouvelle déception. Cette ambivalence se traduit par une vigilance accrue autour de la redistribution et de la transparence, comme si la confiance devait être reconstruite étape par étape. Chez les jeunes, majoritaires dans la démographie nationale, Songandi prend une signification différente. La découverte est perçue comme une ouverture possible. Formation technique, emploi, projets entrepreneuriaux, intégration dans des services connexes. L'optimisme existe, mais il dépend d'une condition précise: l'accès réel des compétences locales à la chaîne de valeur. Sans mécanisme clair, l'attente peut se transformer rapidement en frustration, car la promesse d'emploi est l'une des plus sensibles politiquement. Les communautés vivant à proximité du volcan occupent une position singulière. Elles se trouvent au cœur de la promesse et de la vulnérabilité. Les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et à d'éventuels déplacements y sont plus fortes. Dans le même temps, la consultation précoce et la présence administrative renforcent le sentiment d'être enfin considérées comme actrices du processus. Cette reconnaissance, encore fragile, agit comme un stabilisateur. Elle réduit les rumeurs et transforme la peur en capacité de dialogue. Deux gestes le simple peuvent renforcer ce lien: publier des informations accessibles et maintenir des consultations régulières. Sans ce fil, l'adhésion se fissure silencieusement. Transformer Songandi en levier durable plutôt qu'en source de tension suppose une architecture d'action claire, ordonnée dans le temps et lisible pour l'ensemble des acteurs. Le texte source permet d'identifier une séquence de décisions qui, mises bout à bout, dessinent une feuille de route réaliste et mesurable. Première étape: consolider la commission nationale. L'État en assure la coordination, mais elle doit réunir experts indépendants, institutions publiques et représentants locaux. Son mandat est explicite: valider les études géologiques, économiques et environnementales avant toute négociation formelle. La mesure de contrôle est simple: des rapports réguliers, accessibles et un calendrier public des auditions. Deuxième étape: fixer un cadre environnemental contraignant avant le moindre chantier. Les autorités compétentes, appuyées par les scientifiques régionaux, définissent des protocoles sur les sols, l'eau et la biodiversité. La mesure est un système d'audit indépendante avec des seuils de conformité qui conditionnent la poursuite du projet. Sans ces garde-fous, la promesse de recette devient un pari sur un coût irréversible. Troisième étape: sélectionner les partenaires selon des critères transparents. La commission identifie un nombre limité d'entreprises capables d'apporter expertise et capacité technique une fois le cadre juridique stabilisé.
Les contrats sont rendus publics, assortis de clauses de souveraineté claires. La mesure se fait par des audits périodiques publiés, portant sur la conformité, les transferts de compétences et la place des acteurs locaux. Quatrième étape, organiser la répartition des revenus. Les autorités définissent, en concertation avec la société civile, une affectation prioritaire vers l'éducation, la santé, les infrastructures et les programmes locaux. La mesure est un suivi budgétaire public avec des indicateurs de résultats visibles à échéance fixe. Cinquième étape, maintenir le dialogue dans la durée. Consultations locales et nationales permettent d'anticiper les, les tensions et d'ajuster les décisions. Dans cette séquence, la constance méthodique d'Ibrahim Traoré ne produit d'effet durable que si elle s'appuie sur des mécanismes vérifiables et non sur la seule intention. Dans les premiers jours suivant l'annonce, un habitant des environs de Songandi parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le pays retenait son souffle. Ce motif traverse encore toute la séquence, mais il a changé de sens. Il ne s'agit plus seulement d'attendre une décision technique. Il s'agit de comprendre ce que cette attente révèle de la trajectoire collective. Au cœur de cette tension prolongée, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure de continuité plutôt que de rupture spectaculaire. Sa posture, marquée par la retenue et la méthode, contraste avec l'emballement des projections et les pressions extérieures. Elle traduit un choix implicite: accepter le coût politique de la lenteur pour préserver la cohésion et le contrôle. Ce n'est pas une posture de confort. C'est une manière d'acheter du temps institutionnel dans un moment où la vitesse peut imposer des accords avant même que les règles soient stabilisées. Dans les villages proches du volcan, comme dans les centres urbains, une même interrogation circule. Si cette richesse existe, à qui doit-elle profiter en priorité? La question relie les inquiétudes locales, les attentes sociales et les débats institutionnels. Elle rappelle que la valeur de Songandi ne se mesure pas seulement en carats, mais en capacité à transformer une promesse en bénéfice collectif vérifiable. La richesse de Songandi dépendra de l'unité nationale. La découverte de Songandi n'écrit pas seule l'avenir du Burkina Faso. Elle ouvre un espace de responsabilité partagée où institutions, sociétés civiles et citoyens ordinaires influencent désormais la trajectoire collective. La richesse annoncée peut devenir un moteur de stabilité ou un facteur de tension selon la vigilance exercée à chaque étape. Publication des contrats, contrôle des flux, protection de l'environnement et place réelle accordée aux communautés locales. Cette vigilance ne demande pas des gestes spectaculaires. Elle commence par l'information, la participation aux consultations publiques et l'exigence de transparence dans les décisions. Elle se prolonge dans le soutien au cadre de gouvernance qui privilégie le long terme plutôt que le gain immédiat. Dans ce contexte, la cohérence affichée par Ibrahim Traoré ne peut produire d'effet durable que si elle s'inscrit dans une dynamique collective, visible et vérifiable. Si cette analyse vous a aidé, vous pouvez laisser un commentaire sur le point qui vous semble le plus décisif: la vitesse, les règles ou la redistribution. Et vous, quelle place souhaitez-vous occuper dans cette trajectoire en devenir?